Bonjour et ravi de vous retrouver ce matin. Donc voilà, c'est une journée pleine de brume sur Alger. On verra le détail de la météo dans un instant avec Amel Laribi qui a déjà esquissé un sourire après ma remarque. Et donc après les nouvelles du ciel, nous développerons quelques thématiques. Nous aurons pour invité d'honneur ce matin l'artiste peintre et caricaturiste Ahmed Mimoun, donc à l'occasion d'une très belle exposition attendue au niveau des Zwart Gallery. Donc ce sera très prochainement. On vous donnera le détail, ainsi que vraiment la réflexion et la pensée du moment de notre artiste dans un instant en sa présence. Alors, dans cette émission, nous aurons également le plaisir de recevoir un représentant du jardin d'essai, du jardin de Hamma, qui a connu un véritable lifting, une réhabilitation tout récemment. Donc, on reviendra sur cette réhabilitation et sur la manière de protéger les espèces végétales avec un responsable de cette institution prestigieuse. Et puis, bien sûr, l'événement marquant de cette semaine aura été cette décision très importante prononcée par la plus haute juridiction de l'ONU, donc en faveur des Palestiniens. Donc, la Haye a appelé vendredi Israël à empêcher tout acte éventuel de génocide à Gaza. Donc, c'est un événement qualifié d'historique par tout le monde. Et bien sûr, on reviendra sur cet événement avec l'éclairage de Samir Haïdi, donc journaliste très imprégné des questions internationales. Aujourd'hui, dans cette matinale, nous avons deux rubriques, Safety Road avec Hasna Zouberi, et puis également donc l'émission, plutôt la rubrique consacrée au patrimoine, avec Amine Azeri qui cette fois-ci s'intéresse à la Kasbah et a invité d'ailleurs un guide connaisseur justement de toutes les ruelles et les dédales de cette vieille médina d'Alger. Dans notre émission, nous aurons aussi le plaisir de vous offrir quelques transitions marquées par des reportages, mais aussi des chansons dont certaines seront certainement en faveur de nos amis palestiniens. Alors, tout de suite, comme promis au départ, le point météo de Amel Laribi. C'est parti. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Bonjour. Bonjour Nadia. Ça va Amel? Ça va, mais... Ravi de vous retrouver, comme d'habitude. Ça va? Ça va, oui. Alhamdoulilah. Aujourd'hui, spécial. Exactement. Journée spéciale. Très, très spéciale. Au nord du pays, parce que la brume est partout, j'ai l'impression. Et les cartes le confirment un petit peu, nous. De la brume. On voit des petits traits comme ça, des nuages dessinés. C'est des brouillards denses, oui, durant cette matinée. Donc, soyez très, très prudents. Oui, et il faut... Je pense que vous avez réviser son cours de conduite par rapport à la brume, parce que moi j'avais oublié. Je pense que Nadia aussi était dans le cas, j'avais oublié ce matin, mais bon, petit à petit, j'ai été doucement, j'ai été prudente et me voici. Voilà, alhamdoulilah. Que nous disent les cartes, s'il vous plaît, Amel? Merci Nadia, bonjour à tous. Eh bien, le facteur le plus important aujourd'hui, c'est le brouillard, qui sera dans cette matinée sur une grande partie du nord, d'ouest en est, vers la région côtière, également dans les vallées. Puis ça va se dissiper progressivement pour laisser place à un beau soleil vers l'ouest, le centre et l'est. Également de la brume sur les oasis, puis le ciel restera dégagé à partiellement voilé sur une grande partie des régions sahariennes. Et à noter des vents forts vers le Sahara central et l'extrême sud qui peuvent engendrer des gelons de sable aussi. Soyez prudents, la visibilité risque d'être réduite vers ces régions. Les températures, eh bien, elles seront plutôt hors saison. Météo Algérie a prévu 18 degrés le minimum à Djelfa, 19 à Al-Bayad, Constantine, Séti, 20 degrés à Batna, également Tlemcen, Alger, 19 degrés à Oran, à Naba, 22 Tizi Ouzou, 21 à Tiaret, au sud 19 degrés à Biskra, 20 degrés à Gardaya, 21 Béchar, 22 Ilizi, également Janet, 26 degrés à Tindou, 27 à Insalah, 28 degrés à In Gazan, 29 à Drar et 30 degrés le maximum cette fois-ci à Borj Bedi Mourtar. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur les côtes centre et est, mais plutôt calme sur le côte ouest. Des vents faibles vers les côtes ouest et centre, 10 à 20 km/h avec des vents variables et 20 à 40 km/h sur les côtes est et les vents seront de secteur est.
Et bien sûr, on termine ce bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 18h10. Et pour davantage d'informations, vous pouvez consulter les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Merci infiniment Ahmed C'est pour moi toutes ces qui remercie. précisions. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Excellente journée. Ainsi que Abia. tous ceux qui nous ont rejoints à l'instant. Donc bienvenue dans votre magazine Bonjour d'Algérie. Plusieurs thématiques vous attendent. Invité d'honneur Ahmed Mimoun, caricaturiste et artiste peintre. Et bien sûr, nous reviendrons sur cette décision historique de la Haye en faveur des Palestiniens et puis toutes les ordonnances qui en découlent dans un éclairage de notre ami Sami. Donc Sami Qaïdi qui sera parmi nous ce matin dans un instant. Mais avant, je vous propose d'écouter cette chanson emblématique qui révèle toute une métaphore liée à cet enclavement des Palestiniens et puis cette oppression subie par ce peuple Razaoui, en l'occurrence actuellement. Et puis il s'agit de Amina Al-Khalil, qui a accompagné longtemps Marcel Khalifa, rappelez-vous, et qui a été une fière et digne ambassadrice de la Palestine à travers le monde. On va l'écouter tout de suite chanter Asfour.
Interpréter Asfour, une chanson, je le disais tout à l'heure, emblématique, mais également très métaphorique par rapport à ce qui se passe actuellement en territoires occupés. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir notre ami Sami Qaidi, donc spécialiste des questions internationales, qui va revenir sur cette décision historique de la plus haute juridiction de l'ONU. Bonjour Sami Qaidi. Bonjour. Ravi de vous retrouver ce matin. Merci, plaisir partagé également. Voilà. J'imagine que voilà, cette décision est un peu plus importante pour ce peuple qui souffre depuis de l'oppression israélienne depuis très très longtemps, et jamais une instance internationale n'a pu bouger en faveur des Palestiniens comme ce fut le cas cette fois-ci. Alors tout à fait, donc cette fois-ci on peut parler de fin de l'impunité de l'entité sioniste, et il faut pour cela revenir dans le fond de la procédure. Donc la procédure a commencé le 29 décembre avec la plainte sud-africaine qui a permis de traîner auprès de la justice internationale cette entité qui est une entité fasciste, raciste et criminelle, et qui a permis, soit en moins d'un mois, parce que le verdict est tombé le 26 juillet effectivement, janvier dernier, et voilà, le verdict est clair et sans appel. Il ordonne à cette entité de laisser déjà dans un premier temps l'acheminement de l'aide humanitaire, de sanctionner vigoureusement les responsables, enfin si on peut appeler ça des responsables, les irresponsables de l'entité sioniste, et aussi d'arrêter de cibler les civils et les infrastructures de base. Donc en réalité, il s'agit là d'une victoire également pour la justice internationale, et il faut aussi remercier le rôle actif de l'Algérie, parce que le président de la République, Abdelmajid Tebboune, est le premier chef d'État qui a appelé à porter cette porter aussi cette question-là auprès de l'ensemble des juridictions internationales pour traiter ce régime mafieux et barbare. Oui, nombreux sont les avocats algériens qui avaient crié haut et fort cette volonté d'aller vers les plus hautes instances juridiques pour dénoncer le génocide ou les prémices d'un génocide. C'était dès le début déjà. Voilà, et ça montre aussi la justesse de l'initiative algérienne, qui a permis aussi de mobiliser un certain nombre d'avocats, de magistrats, de juristes de plusieurs pays. Et c'est pour la première fois que l'on observe des propos même de Gilles Devers, qui est cet avocat de la question palestinienne, une conjugaison de l'ensemble des efforts de ces magistrats et de ces juristes et de ces avocats pour rendre justice au peuple palestinien. Permettez-moi aussi, ma chère consoeur, de revenir quand même aussi sur le déroulé de la plaidoirie sud-africaine, qui était très très riche et très... D'ailleurs, la plainte sud-africaine est extrêmement aussi méticuleuse. Et donc le 11 janvier dernier, un des ténors aussi des avocats sud-africains, donc le maître Nkou Kaitobi, avait plaidé devant cette juridiction internationale en soulignant la volonté exprimée du plus haut niveau des irresponsables sionistes jusqu'au plus bas de l'échelon, de cette volonté génocidaire, par des propos appelant à l'extermination des Palestiniens, les déshumanisant. On se rappelle tous cette phrase extrêmement choquante des animaux humains, la privation des soins, le ciblage des hôpitaux, etc., qui constituent somme toute une volonté indéniable d'exterminer tout un peuple. Vous savez, la bande de Gaza, c'est quand même 2,5 millions d'habitants qui vivent sur une superficie de 365 km². Pour donner un comparatif, c'est à peu près un tiers de la wilaya d'Alger. Vous imaginez 2,5 millions de personnes vivre sur cet espace territorial. Oui, très restreint, donc c'est une prison à ciel ouvert, effectivement. Mais bien sûr, l'un des facteurs qui sont en faveur justement de l'établissement d'un génocide, c'est aussi empêcher
les naissances, l'évolution des naissances dans une population pareille. Donc, et c'est vrai que le fait d'atteindre les hôpitaux a justement quelque part favoriser ce facteur qui est un facteur clé de la détermination d'un génocide. Or, bon, cette instance, en tout cas, la Cour internationale de justice, de La Haye, donc La Haye, a ordonné donc vendredi à Israël d'empêcher tout acte éventuel de génocide à Gaza, sans toutefois réclamer un cessez-le-feu. Alors, ça, c'est la frustration de tous. Alors oui, ça c'est la frustration, mais en même temps, il faut rappeler que cette instance, qui est la plus haute juridiction du Conseil, de l'Organisation des Nations Unies, vient de reconnaître un élément qui est extrêmement important, c'est l'aspect, l'aspect contraignant. C'est-à-dire qu'elle a ordonné à l'entité sioniste de répondre dans moins d'un mois et de justifier qu'elle a pris ces actes, ces mesures dites conservatoires ou mesures d'urgence. Les deux termes sont utilisés pour cesser ce génocide. Et donc, pour punir, pour sévir en cas d'incitation au génocide aussi. Voilà, tout à fait. Et donc, on peut dire que cette entité fasciste est gardée à vue, si je puis dire. Et autre fait important, c'est que le génocide apparaît clairement. Il y a près de 26 000 morts, 60 000 blessés. Et 60, en majorité des adolescents, des enfants et des femmes. Tout à fait. Plus de 70% de femmes et d'enfants. Les journalistes, c'est-à-dire nos confrères, sont délibérément aussi visés. Et ça constitue là un acte, en plus du crime de guerre et contre l'humanité, c'est un génocide, parce qu'on a la volonté d'effacer, d'exterminer tout un peuple. Voilà. On a vu la satisfaction des Sud-Africains par rapport à cette décision qui est tombée vendredi. On a vu des expressions de joie par rapport à cela. Mais bien sûr, il y a eu cette déclaration disant que cette procédure est quand même une procédure très longue qui pourrait prendre des années pour vraiment arriver à avoir toutes les sanctions nécessaires par rapport à ce qui s'est passé à Gaza. Mais il n'empêche que l'Afrique du Sud a demandé en toute urgence, vraiment, la possibilité de freiner cette entité sioniste. Tout à fait. Donc, par des mesures d'urgence. Tout à fait. Mais même si, pour rebondir sur vos propos, même si cette démarche va prendre du temps, il y a véritablement une première pierre qui a été placée. C'est-à-dire, on voit le virage qui est extrêmement intéressant, extrêmement positif. Et en plus de l'Afrique du Sud, on revoit aussi cette renaissance de cet axe Pretoria-Alger, parce que immédiatement après le verdict de la Cour internationale de justice, l'Algérie a appelé à saisir le Conseil de sécurité pour adopter une résolution exécutoire des mesures adoptées par la Cour internationale de justice qui a, il faut le rappeler, jugé donc les crimes de génocide de l'entité sioniste sur la base de la Convention de 1948 de la répression et la prévention contre les crimes de génocide. Oui, c'est vrai que ça donne toute sa valeur à ce siège donc acquis par l'Algérie cette année, donc membre non permanent du Conseil de sécurité. Voilà, c'est une voix de l'Afrique qui s'exprime, une voix en faveur aussi des opprimés qui s'exprime, et ça c'est vraiment à saluer. Oui, Alger n'a jamais cessé d'être ce qu'elle est, c'est-à-dire la voix des sans-voix, la défenseuse des causes justes. Et Alger a toujours été au rendez-vous des causes nobles, à leur tête la cause palestinienne et sahraoui. Et il y a une chose aussi qui m'a marqué, c'est le communiqué aussi de la République arabe sahraoui, donc ce pays qui souffre du colonialisme et du joug colonial marocain, qui a salué et qui a été particulièrement ému parce que les Sahraouis vivent aussi également ce que nos frères palestiniens subissent, c'est-à-dire la déportation, l'humiliation, les emprisonnements, les massacres de masse et bien plus, malheureusement. En tout cas, cette lueur d'espoir permet aux Palestiniens d'espérer un jour une avancée vers une autodétermination, vers aussi la liberté et puis l'autonomie sur un territoire libre et indépendant. Mais c'est inéluctable. Les colonisateurs n'ont jamais réussi à soumettre un peuple et à mettre fin à la volonté d'un peuple de se libérer et
vivre libre et indépendant sur ses terres. Preuve en est, rappelons les propos du général Giap qui avait, en plus à Alger, rappelé que le colonialisme est un très mauvais élève. Absolument, voilà, qui refait les mêmes erreurs, mais voilà, qui va certainement, comme ce fut le cas en Afrique du Sud, Israël, donc va nécessairement arriver au même cheminement vers une paix obligatoire dans ce territoire qui en souffre On tellement. constate que l'entité sioniste ne cesse de s'enfoncer et de perdre aussi ses derniers soutiens, qui ne pourront plus, à un moment donné, défendre une entité génocidaire qui foule aux pieds la justice internationale, le droit international. Et on constate cette recomposition géopolitique du monde qui va inéluctablement, encore une fois, je me permets de le répéter, rebattre les cartes en faveur voilà, de ces peuples qui ont trop longtemps souffert. Parce qu'il faut rappeler que le génocide en Palestine, ce n'est pas le 7 octobre, mais ça a commencé en 1948 et même bien avant. Absolument, mais en tout cas, c'est l'un des pires que l'humanité ait connu. Donc voilà, et on espère vraiment une fin imminente pour cette torture subie par... Vous savez, il y a plein d'experts qui parlent... en tout cas, le terme de génocide est tombé dans cette cour internationale. Et même plus, c'est-à-dire qu'il y a des experts, des juristes également, qui maintenant font la comparaison en rappelant que l'entité sioniste est un néo-nazisme. Et d'ailleurs, vous savez que le Conseil de sécurité, enfin non, c'est l'Assemblée générale des Nations Unies qui avait, si je me rappelle, adopté la résolution 3379 et qui avait reconnu que le sionisme est un racisme, est une discrimination raciale et un appel à la haine aussi. Donc voilà, aujourd'hui on le voit clairement sur le terrain. Voilà, absolument, ça a été prouvé par cette armée israélienne, cette armée barbare qui a fait subir l'innommable à ce peuple palestinien. En tout cas, merci pour cet éclairage, Samy. Vous aimeriez peut-être conclure avec une phrase ? Moi, ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est qu'on puisse participer et voir cette libération de la Palestine, donc vive la Palestine libre et indépendante et l'ensemble des causes justes aussi. Moi, j'y crois. Moi aussi, dur comme fer. Avoir tous ces drapeaux palestiniens flotter dans toutes les capitales du monde, il y a de l'espoir. Effectivement. Voilà. Et comme dirait l'autre, après la nuit vient le jour. Donc forcément, les Palestiniens sont en train de payer le prix de la liberté, le prix de l'indépendance et le prix de l'honneur. Absolument. Et nous sommes avec eux. Et ils vont recouvrir leur dignité, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci infiniment, Samir Qaïdi, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes journaliste, mais également spécialiste des questions internationales. On est ravis de vous avoir eu ce matin pour cet éclairage. L'éclairage se poursuit, mesdames, messieurs, avec ce papier signé Mariam Demis. Ce mercredi se tiendra la réunion d'urgence du Conseil de sécurité convoquée par l'Algérie sur instruction du président de la République afin de conférer un caractère obligatoire à la décision de la Cour internationale de justice concernant les mesures conservatoires imposées à l'occupation sioniste pour ses attaques contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza. À cet effet, la mission de l'Algérie à New York a entamé d'intenses consultations en vue de préparer la dite réunion. Une réunion restreinte a été tenue à la mission algérienne en présence du représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies ainsi que des représentants de la Palestine et de l'Afrique du Sud. À l'issue de cette réunion, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjamar, a participé à une réunion d'urgence du groupe arabe à New York consacrée à l'examen des mesures pratiques nécessaires à prendre suite à la décision de la Cour internationale de justice. À cet égard, les ambassadeurs arabes qui ont soutenu la tenue d'une telle réunion ont exprimé leur appréciation des efforts incessants de l'Algérie pour défendre la cause palestinienne, notamment au sein du Conseil de sécurité. Il a également été décidé de soumettre un projet de résolution à l'instance onusienne à la lumière des développements provenant de la Haye. Le diplomate algérien poursuit ses consultations avec de nombreux représentants d'État, en particulier ceux membres du Conseil de sécurité, afin d'assurer une préparation optimale de cette réunion qui constituera la première pierre d'une série de mesures ultérieures visant à mettre fin aux pratiques de l'occupant sioniste qui se croit, à tort, intouchable et inexpugnable.
Voilà donc qui est dit par rapport à la question palestinienne. Et de retour au pays, nous allons tout de suite parler d'une thématique liée à notre environnement, liée à la capitale, Alger, son poumon. Il s'agit donc bien sûr, vous l'aurez deviné, du jardin botanique d'El Hamma, du Hamma, je ne sais pas comment on le dit, hein, monsieur. Oui, jardin botanique Bienvenue, du monsieur Amour. On dit du Hamma ou de... Du Del Hamma, oui, Du jardin Hamma, botanique très du bien. Hamma. Voilà, bienvenue à Amour Mhenna, donc qui est chargé du département conservation des espèces végétales auprès du jardin d'essai. Perfect. Donc on est ravis de vous recevoir ce matin et Merci. de parler de ce bijou, de ce poumon d'Alger qui émerveille tous les visiteurs de notre capitale. Oui. Mhm. Et puis ce poumon a tout récemment bénéficié d'opérations de réhabilitation, comment dire, d'embellissement aussi, d'aménagement. Exactement. Voilà. Parlez-nous-en s'il vous plaît. Donc, effectivement, depuis l'installation de Madame Benmeni à la tête du jardin d'essai, et suite à la visite de Monsieur le Wali d'Alger au mois de novembre passé, donc le jardin d'essai a entamé une série de travaux de réhabilitation, de réaménagement et de remise à niveau de tous ces espaces. Donc, notamment la réhabilitation des voies de circulation, des allées, le rafraîchissement des façades, les travaux d'élagage des grands arbres et la mise à niveau de tous ces espaces verts, la réhabilitation des statues des monuments historiques du jardin d'essai. C'est un véritable lifting hein, qui touche tous Exactement, les aspects exactement, oui, c'est ça. du Donc jardin. voilà, c'est pour la finalité, c'est pour accueillir le citoyen algérien, nos visiteurs et les touristes étrangers dans les conditions les plus confortables possibles. Très bien. C'est déjà très agréable de visiter, donc j'imagine que ça ajoute une étoile de plus à ce jardin qui Tout à connaît de fait. plus en plus comment dire, de notoriété à travers, voilà, à travers le Maghreb, à travers aussi le continent. Donc il continuera de le faire. Quelle est la vocation première de ce jardin justement? C'est un jardin botanique. Mais quelle est son importance, mis à part sa beauté et son aspect accueillant et très agréable? Donc, ces missions statutaires, elles sont claires, madame, ça va avec la conservation, donc la conservation ex situ, la recherche scientifique et la sensibilisation à l'environnement. Ça, c'est les trois principales missions de tout jardin botanique à travers le monde, et c'est le cas du jardin d'essai. Donc voilà, mission principale, c'est la conservation. C'est de préserver les espèces existantes dans notre pays, ou même celles qui sont venues d'ailleurs, j'imagine, et qui trouvent leur confort qui se sont dans notre adaptés climat. parfaitement à notre climat. Oui. Donc la conservation ex situ, justement, ça consiste donc à protéger des espèces en dehors de leur habitat naturel, des espèces menacées dans de leur milieu naturel. Cette technique de conservation, justement, nous permet d'extraire ou bien d'enlever une petite partie d'une population, ou bien carrément un échantillon de plantes, et le mettre sous le contrôle de l'homme, le cas des jardins botaniques. Bien sûr, avec les techniciens, avec les ingénieurs et les connaisseurs en la matière. L'Algérie a enfanté énormément justement de spécialistes en la matière qui maintenant nous permettent d'avoir des espaces verts aussi beaux les uns que les autres et aussi des forêts préservées, etc., etc. Oui, tout à fait. Donc, permettez-moi, madame, cette technique de conservation, elle est complémentaire. Parce qu'il y a tout un travail qui se fait au niveau des parcs nationaux, des aires protégées, c'est la conservation in situ. Donc la conservation ex situ, elle est complémentaire à la conservation ex situ, elle est complémentaire à la conservation in situ. Oui. Voilà. Très bien. Donc, ça permet, toutes ces espèces, quand vous avez pris soin d'elles, quand vous les avez multipliées, parce que c'est vrai que quand on ramène un petit échantillon, ça devient un grand carré ou plus, je ne sais pas, moi j'imagine comme ça. Mais après, que deviennent ces plantes? Est-ce qu'elles restent seulement au jardin ou est-ce qu'elles reviennent alors à la source? Alors, en fait, la conservation ex situ au niveau des jardins se traduit par deux types de collections.
des collections vivantes, c'est-à-dire avoir des sujets vivants qui sont là, des plantes ou bien des animaux, et aussi des collections, ce qu'on appelle des collections mortes. C'est via une banque de graines, donc on conserve le matériel génétique dans une banque de graines, dans des conditions, des températures, selon les exigences de chaque espèce. Et puis, justement, la finalité de tout ce processus, c'est de pouvoir multiplier ces espèces et les réintroduire dans leur milieu naturel, et notamment en cas d'extinction. Et les cas sont là, on les vit au quotidien à travers le monde. De plus en plus d'espèces végétales et animales disparaissent de leur milieu naturel parce qu'on n'arrive pas à les protéger, et parce que le milieu se dégrade de plus en plus. Oui. Voilà. Donc voilà, c'est salutaire pour nos espèces végétales, c'est l'existence d'un tel jardin botanique et d'une telle structure, et aussi d'autant de personnes qui veillent au grain, voilà, pour garder un petit peu le jargon que vous avez utilisé il y a un instant. Donc vous-même, vous vous occupez des espèces végétales ainsi que toute une équipe autour de vous, j'imagine. Et donc, que peut-on dire un petit peu? Est-ce qu'on peut citer des exemples d'espèces qui ont été protégées, ou alors qui maintenant connaissent beaucoup de, comment dire, qui sont très connues, très répandues chez nous? Donc il y a un carré au niveau du jardin d'essai qui est le carré de plantes autochtones, des plantes algériennes, donc, qui ont été introduites et ramenées des différents parcs nationaux algériens, qui ont été installés au niveau de cette parcelle. On peut citer le cèdre de l'Atlas, le cyprès de Tassili, qui est une espèce endémique en voie de disparition et qui existe heureusement au jardin d'essai sous la forme collection vivante et collection morte, l'abies numidica, le sapin de Numidie, et une multitude d'espèces algériennes qui sont présentes au niveau de cette parcelle. Quel est le projet qui vous a le plus, comment dire, séduit, fait plaisir en tant qu'équipe? Parce que vous passez votre temps quand même à protéger des espèces. Est-ce que vous êtes toujours surpris de découvrir telle fleur, telle plante, est-ce qu'il y a des moments d'euphorie, je dirais? En fait, notre travail, c'est sur terrain, ça se fait à l'extérieur du jardin. C'est lors de nos sorties d'herborisation que nous organisons annuellement 5, 6, voire une dizaine de sorties pour cibler des espèces au niveau des parcs nationaux. En fait, voilà, c'est un moment sympa et voilà qui vous met peut-être en connexion avec ces premiers botanistes du siècle dernier, peut-être, qui étaient là, qui répertoriaient chaque espèce, chaque feuillage. C'est passionnant, hein? C'est très passionnant, ouais, c'est très passionnant. Mais voilà, on essaie de faire de notre mieux pour préserver notre beau patrimoine et riche patrimoine, que ce soit végétal ou animal. Un des lieux les plus fragiles, ce sont les zones humides qui connaissent, comme vous le dites, quelques aspects de dégradation dus à la modernité, dus aussi à la pollution. On a vu, par exemple, certains parcs nationaux le sont restreints. Le Qala, par exemple, qui comptait beaucoup plus d'espèces et dont l'espace a été un peu réduit par les travaux routiers, par exemple. Donc, qu'en est-il des zones humides? Vous intervenez dans ces espaces-là? Est-ce que vous essayez de faire de rendre visite aux différents lacs, aux différents deltas, Oui. Donc, en fait, nous travaillons directement avec le parc national d'El Qala. Et voilà, nous essayons de contribuer justement à préserver certains écosystèmes très très fragiles au niveau de ces zones humides par la mise à disposition justement de notre banque de graines, parce que le jardin d'essai dispose d'une banque de graines dans laquelle on conserve ces espèces. Et puis voilà, et puis justement, c'est l'occasion, c'est le 2 février prochain qui coïncide avec
la journée mondiale des zones humides et justement le jardin d'essai a préparé une manifestation dans ce sens, dans laquelle on va inviter des organismes spécialisés dans la protection pour sensibiliser davantage nos concitoyens et les autorités justement sur la nécessité de préserver ces écosystèmes très fragiles qui deviennent de plus en plus rares. Ça se passera comment le 2? Il va y avoir une exposition, des projections et peut-être des conférences. Très bien. Donc voilà, ce sont différents panels, Oui, différents oui. aspects donc, qui seront présentés. Et donc, est-ce que c'est ouvert à tout le monde Oui, tout ou le monde aux est invité. spécialistes uniquement? Donc tout le monde. Tout le monde, oui. Tout le monde peut Ouais, venir découvrir un exactement. peu Ouais. nos zones humides. Beaucoup d'entre elles sont classées Ramsar et donc elles jouissent vraiment d'une juridiction qui les protège, etc. Tout à fait. Ouais. Excellent, donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Et ce sera l'occasion de découvrir ce nouvel aspect, cette mise à niveau justement du jardin Voilà, qui profitera à tous les visiteurs. Hein, Oui, tout à j'imagine. fait, tout Voilà. à fait. Je vous laisse conclure donc cette rencontre, s'il vous plaît, M. Mehna Hamoud. Je vous remercie pour l'invitation. Et puis si j'ai un petit message à passer, c'est à nos concitoyens, à nos visiteurs du jardin. On leur dit vous êtes tout le temps les bienvenus. Mais essayez de respecter. Faites un peu plus attention. Faites un peu Respectez plus plus les attention. plantes. Exactement, Entendu. madame. On Il y ne a le des répétera jamais assez, hein, Voilà. parce qu'il y a des générations qui viennent Tout à et fait. d'autres. Voilà. Tout à fait. Tout simplement, voilà, on recommande aux parents de faire une petite séance comme ça avec les enfants avant d'aller au jardin, d'expliquer la vocation, de dire voilà, il faudra faire attention. Et sur place, bien sûr, il y a des guides, il y a. Exactement. Alors comment ça se passe justement quand on peut disposer d'un guide quand on arrive là-bas? Oui, oui, tout à fait, madame. Oui. Il y a des guides qui accompagnent les désireux, donc avec une visite guidée de tout le jardin, les points les plus importants du jardin. Et il y a des activités ludiques pour les enfants. Ben oui, Vous il y a- organisez tout à fait, beaucoup madame. d'ateliers. Exactement. On peut le rappeler peut-être. Il y a l'école de l'éducation à l'environnement qui s'occupe, voilà, qui anime des ateliers spécialement pour les enfants tous les week-ends et même les jours de semaine. Donc oui, on le fait avec plaisir parce que ça fait Et partie comment de avoir nos cette missions. information quand on est un parent et qu'on a envie de changer le quotidien de ses enfants? Les vacances approchent. Hein. Oui, exactement. Bon, il suffit de consulter notre site web Très bien, on peut le rappeler. www.jardindessaiduhama.dz. Parfait, voilà, Notre qui est simple. page hein. Facebook, C'est bien très sûr. simple. Ouais. Jardin botanique du du Hamma. Ouais. C'est très facile à Très retenir. facile, Voilà. exactement. Voilà qui est bien dit. On rappelle en dernier lieu les horaires de visite de notre beau jardin du Hamma. Donc il est visitable quel jour et Bon, à quelle heure? il est visitable tous les jours de la semaine, donc de 9h30 à 17h, je crois. En période hivernale, c'est jusqu'à Vous 17h. croyez, vous n'êtes pas sûr. C'est jusqu'à 17h en période hivernale. Et puis, Je rigole, pardon, je m'amuse. Voilà, donc en période hivernale, donc les horaires, c'est c'est jusqu'à de 17h, 9h30 voilà. jusqu'à 17h. Très bien. Probablement que vous allez peut-être modifier en fonction des vacances. Exactement, oui, oui, oui. Voilà. La période de vacances, c'est à partir de 8h30. Donc les Excellent. portes du jardin ouvrent à 8h30 et ça peut aller jusqu'à 18h, 19h du soir. Et c'est un écrin de verdure, vraiment, où on peut se détendre en famille, prendre le temps d'une journée, d'une matinée, tout dépend, selon vraiment le bon vouloir de chacun. Et puis donc, profitez, en tout cas, c'est un excellent endroit pour une sortie familiale ou entre amis. En tout cas, merci infiniment, Amour Mehna. Vous êtes chargé du département conservation des espèces végétales au Jardin d'Essai. On a été ravis de vous recevoir ce matin et d'informer nos téléspectateurs de tous les changements subis par cet espace magnifique, le poumon d'Alger par excellence. Merci infiniment. Merci à vous
qui êtes avec nous. Donc, dans ce jardin, vous allez découvrir des espaces et des carrés de fleurs magnifiques. En tout cas, la floriculture chez nous, qu'en est-il? C'est Samia Bouharour qui vous en dit un petit mot dans ce reportage où elle a été à la rencontre de fleuristes très sympathiques et passionnés. Cette boutique de fleurs qui existe depuis 1938 au cœur de Hydra est parmi les plus anciennes à Alger. De génération en génération, les propriétaires sont restés fidèles à ce savoir-faire, à l'exemple de la famille Brahimi. Lamine prépare cette composition florale pour une cliente. C'est des couleurs pastel sont très demandées, les compositions. Un bouquet, la taille, il varie entre combien, la fourchette à peu près? Entre 2500 et 4000. Et la rose, elle est disponible pendant toute l'année? Beaucoup plus importation. Un bouquet se compose d'une variété de fleurs. Les plus populaires sont c'est la stroméria, c'est la même famille de lys. Ah, d'accord. Et c'est plusieurs couleurs? Plusieurs couleurs. Ok. C'est les œillets. معروفين بالقرنفل احنا ناس. كانوا كاينين en Algérie هادو ولا les œillets كانوا كاينين احنا beaucoup plus c'est les roses. حنا في الجزائر pour la rose c'est tout. Mais Dorka, bien sûr, quelle la variété d'importation, bien sûr. Et ça, c'est une variété de rose aussi? Non, c'est l'Isianthus. Ça, c'est les chrysanthèmes. La floriculture en Algérie se développe à petits pas. Et pourtant, plusieurs variétés étaient cultivées autrefois, selon Amerli, l'un des plus anciens fleuristes d'Alger. Ce qui les pousse souvent à importer. Les variétés, je crois, mais au contraire, c'est les variétés qui ont disparu. C'est des variétés qui راحوا ماشي au contraire كاين. Les chrysanthèmes, ça existe من بكري كانوا يغرسوا هنا. لي روز خلينا هذا جيبسوفيل زمان كانوا يعيطوا له لولان كانوا يغرسوه لو بلون بلون. يا بي كاع لي variétés اللي كانوا on les voit plus donc. Plusieurs foires ont été organisées dans la ville des Roses, ainsi que la fête de la rose et fleurs d'oranger à Constantine, des initiatives qui encouragent les jeunes et les passionnés de ce métier à investir dans ce domaine qui refleurira certainement avec la disponibilité des moyens et la bonne formation pour un avenir en rose. Merci à Samia Bouharour. Et puis une autre fleur vient de nous rejoindre. Il s'agit de Hasta Zoberi qui a pour coutume justement tous les lundis de vous emmener dans les rues d'Algérie, les ruelles, les quartiers d'Alger pour parler de sécurité routière dans Safety Road. Bonjour Hasna. Bonjour Nadia. Ravie de te retrouver ce matin. Le plaisir est pour moi. Ça va? Comme chaque lundi. Ça va, alhamdoulilah. La moisson a été bonne cette semaine? Ça va. Une bonne moisson avec nos équipes techniques qu'on salue justement ce matin oui. et qui vous accompagnent à chaque fois. Vous avez choisi de nous parler de quel aspect ce matin? Alors, ça sort un peu de l'ordinaire, de ce qu'on a l'habitude d'aborder lors de cette rubrique. Donc, de simulateurs de pilotage, Radia. C'est amusant ça. Très, très. Donc, on voit les jeunes qui visitent en fait ces salles de jeu, qui y vont souvent quand ils ont un peu d'argent, ils y vont. Donc, pour essayer de piloter une voiture de course. Parfois même des avions. Même les avions. Oui. Et aujourd'hui, en fait, c'est une solution qui a été proposée par les professionnels, par les observateurs un peu du secteur de l'automobile, comme une solution pour les jeunes conducteurs de simuler un accident de voiture et de s'imprégner un peu des risques qu'ils encourent s'ils dépassent une certaine vitesse qui n'est pas autorisée justement par la loi.
faudrait vraiment généraliser ces espaces. C'est ça. Donc, ce qui a été proposé à la DIA aujourd'hui, c'est de prendre ces simulateurs, en fait, de les adopter au niveau des auto-écoles. Donc, par les propriétaires, bien sûr, par les gérants des auto-écoles, et d'introduire comme un module qu'on doit enseigner à ces jeunes. Voilà. C'est génial. En attendant, en tout cas, d'y arriver, on va découvrir votre reportage. Hein, bien sûr, oui. C'est un reportage qui a été tourné au niveau de Fouca Marine, voilà, donc dans une salle de jeu. Voilà. Parfait, ben, c'est parti. Il est 17h, Djeber Ouznadji a rendez-vous avec ses amis dans cette salle de jeu. Des personnes avec qui il partage la même passion, le drift. Cette salle équipée de simulateurs de pilotage a été créée il y a quelques années. Drift, déjà, c'est une culture japonaise qui est apparue aux années 70. Et c'est l'art de enclencher et maintenir une glisse. Donc c'est l'art de rouler avec une voiture de biais. C'est différentes techniques, c'est différentes préparations sur la voiture et le châssis, la suspension, tout ce qui est mécanique et tout ce qui est électronique sur la voiture pour pouvoir justement appliquer ou alors exécuter des figures assez complexes en faisant un travelling de la voiture sur le côté. Là, on est dans la salle, dans la première salle qui a été créée en Algérie. Elle existe depuis 2015, c'est à Chenkom. Et puis on a une salle à Blida. De faire la course sur des simulateurs de pilotage ou alors de conduite. Les simulateurs de pilotage, c'est des postes informatisés, c'est des PC, c'est des PlayStation, c'est des Xbox, mais généralement, quand on parle de sim racing, c'est des stations PC. Donc il y a des logiciels de simulation et il y a de l'équipement. L'équipement, c'est quoi? C'est un volant de différentes marques avec un levier de vitesse, un pédalier et un frein à main. Du coup, c'est tout ce que vous pouvez trouver sur une voiture normale. Donc une personne qui fait de la glisse, qui s'est déjà entraînée sur simulateur ou qui pratique déjà ça dans la vie normale, a beaucoup plus de chances de s'en sortir dans un cas où il perd le contrôle de son véhicule dans une route normale. Une personne qui s'entraîne sur simulation, c'est une personne qui, déjà, le facteur peur, elle ne l'a pas dès le début. Donc, à IJF Simulator, elle sait qu'elle ne risque rien, elle sait qu'elle peut tenter des choses, qu'elle peut faire entre guillemets, des folies sans risquer de se blesser ou de perdre de l'argent ou du temps. Et c'est une personne qui va directement apprendre beaucoup plus de choses dans un temps beaucoup plus réduit qu'une personne qui va apprendre, on va dire, selon la méthode traditionnelle auto-école. Si on arrive à faire ça, c'est l'idéal pour ce qui est de la prévention. L'Algérie dispose de bons pilotes, mais qui peinent à exercer leur passion en toute sécurité. Il lance ainsi un appel aux autorités afin qu'elles mettent à leur disposition un circuit adapté et qui répond aux différentes normes de sécurité.
découverte des vrais plaisirs de la glisse. Mais pas seulement, vous apprendrez à mieux contrôler votre véhicule, alors n'attendez plus, c'est le moment de s'y mettre. Ouais, ben, vu comme ça a l'air un peu sympa, facile, mais... Montée d'adrénaline. Mais quand on le vit vraiment, quand on vit vraiment une vraie glissade, et voilà, c'est pas facile. Non, je l'ai déjà vécu à la DIA. C'était où À ne pas refaire. C'était à l'Arwat, il y a 2 ans de cela, un peu plus. Lors d'un tournage d'une émission de Ça tient la route. Et on faisait un portrait pour une drifteuse à l'occasion du 8 mars. Et voilà, elle m'a invité à monter. Pour ceux qui ne connaissent pas, que veut dire le mot drift? Le drift, c'est glisser une voiture dans un espace restreint. Pas très restreint, si quand même, il faut de l'espace, oui, une petite esplanade. Et voilà, donc elle m'a invité à monter avec elle et voilà, faire connaître un peu le drift. Vraiment le vivre réellement. Et croyez-moi, Radia, c'était terrible. Ah bon? Bon, c'était bon. Vous avez eu quelques sueurs froides une montée d'adrénaline? Oui, de montée d'adrénaline, carrément, oui. C'était terrible. Vous avez pleurniché? Non, pas du tout. Non. On était filmés quand même. D'accord. Ça va, vous avez quand même sauvé l'honneur. Courageuse. Mais sinon, il vous est déjà arrivé de participer à des rallyes, mais des rallyes de régulation. De régulation, c'est pas la même chose. Pas du tout le même principe. Pas du tout le même principe. Pas de vitesse. Pas de vitesse, au contraire. Pas d'excès donc de les vitesse, rallyes de régulation, donc au contraire, il faut limiter sa vitesse, conduire prudemment. Donc c'est tout autre chose. Par contre là, le drift, c'est un sport mécanique. Alors, est-ce que vous avez déjà des adresses qu'on peut donner ce matin pour ceux qui aimeraient justement tenter, essayer de vivre ce moment à travers, le drift de façon virtuelle? Virtuel ou pour les salles de jeu? Oui, je ne sais pas. Pour les salles de jeu, ils sont un peu partout. Donc les salles, elles existent un peu partout, que ce soit ici dans la capitale ou dans d'autres wilayas. Elles existent un peu partout. Mais sinon, pour le drift, les circuits de drift ne sont pas très vulgarisés en Algérie. Oui. Donc je pense qu'il y en a 2. Il y a un Rouat qui est très méconnu, connu seulement par les professionnels de l'automobile. Un autre circuit qui est ici sur Alger, au niveau de Cheragan. Donc celui du karting d'ailleurs. Voilà. Très bien. En tout cas, c'était un plaisir de parler autrement dans Safety Road ce matin. De circulation, d'embouteillage. Ça va tellement vite avec vous, Hasna. On arrive déjà au terme de cette rencontre. Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à la fin? Donc, on a parlé aujourd'hui de régulation, de drift, de pilotage. Ça serait bien. Donc aujourd'hui, un appel à travers ces reportages qu'on a fait passer ce matin aux autorités, au ministère et aux directions des transports, essayer d'introduire de nouveaux moyens, de nouvelles techniques dans l'enseignement au niveau des auto-écoles, y compris ces simulateurs de pilotage, Radia. Merci infiniment. Voilà, qui est bien dit, Hasna Zoberi. Rendez-vous est pris pour le prochain Safety Road, lundi prochain, Inch'Allah, ici même, à la même heure. Passez une excellente fin de semaine. Et également, Radia. Et soyez prudents sur nos routes. Sur nos routes, oui. Voilà, à très bientôt, Hasna. Vous qui êtes avec nous tout de suite, une petite chanson, donc toujours un hommage.
Ici que j'ai plaisir à recevoir pour la première fois un artiste très passionné. Donc il s'agit du plasticien mais également du caricaturiste Ahmed Nimoun qui nous fait le plaisir de partager ce moment avec nous. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver ce matin. Ah ben, ravi aussi. Voilà, ce matin nous avons plaisir d'annoncer votre prochaine exposition. Vous serez l'invité d'honneur dans la galerie Ezouart. C'est ça, voilà. Jusqu'au 15 février. Très bien. Donc, vous appréciez ces moments de partage? Évidemment. Voilà, évidemment, chaque exposition. L'essence même de l'art, c'est d'être partagé. C'est susciter quelque chose chez l'autre. Parce que si c'est pour garder chez soi, on a la tête pour ça. Donc on a juste qu'à garder ses idées dans la tête. Tout est là-dedans. Et on se fait sa propre exposition d'une façon très égoïste. Enfin, alors que l'art, c'est le contraire de l'égoïsme, c'est le partage par excellence, quoi. Absolument. Donc ce partage vous permet vraiment de découvrir aussi une lecture, j'imagine, qui vous surprend de temps en temps de la part de tel ou tel visiteur, non? En fait, ce qui est extraordinaire et ce qu'on découvre à travers, quand on discute avec des passionnés ou des amateurs qui passent, c'est les interprétations que chaque individu se fait face à une œuvre. Que ce soit un tableau, une statue, ou n'importe quelle création artistique, c'est marrant de voir. Des fois, on redécouvre ces toiles à travers d'autres interprétations. Ce que ça suscite chez certaines personnes, de par leur parcours, leur vécu, et ça rajoute des dimensions assez intéressantes à l'œuvre. Absolument. En tout cas, vous avez exposé pour la première fois en 2015. C'était dans un espace très insolite. Oui, absolument. C'est-à-dire que quand vous avez décidé d'aller vers votre public, vos admirateurs potentiels, on dira, vous l'avez fait dans un lieu qui était assez inattendu. Un hangar désaffecté, carrément. Je dirais même mieux. En fait, je l'ai fait avec un copain artiste aussi, et on s'était posé la question. En fait, on était en train de regarder un reportage sur un personnage dont j'ai oublié le nom, qui a existé et qui a fait une exposition très insolite et très osée dans un endroit très, très surprenant et inattendu à New York. Ça se passait dans les années 70. Oui. Et puis on s'est regardé comme ça, et je me suis dit, mais... On a plein d'endroits comme ça chez nous. Des endroits comme ça, il y en a un milliard chez nous. Oui, pourquoi ne pas faire quelque chose qui sort un petit peu des sentiers battus, des galeries et autres endroits prévus à cet effet? Et donc on a eu l'occasion d'avoir à notre disposition pendant une dizaine de jours un garage dans une station essence. Assez connu d'ailleurs et assez fréquenté. C'était un ancien contrôle technique qui avait arrêté son activité, et du coup on s'est retrouvé avec un hangar où ça sentait encore la mécanique et les huiles. Ça ressemble beaucoup aux bikers que vous êtes, parce que vous aimez beaucoup la moto. Je vois que vous êtes bien renseigné. Oui, évidemment. Et pas que. Là, il y a aussi l'univers de la voiture ancienne aussi. Les voitures anciennes vous passionnent également. On vous voit dans différentes photos avec ces vieilles, ces véhicules anciens qui sont magnifiques. En tout cas, cette fois-ci, donc, vous êtes sorti de cet espace pour aller vers une vraie galerie, mais ce n'est pas la première fois en tout cas. Non. Oui. J'avais, d'une façon assez officielle, exposé à Dar Abdel Taif et quelques passages dans des lieux, on va dire, qui sont propices à cela. Très bien, donc Dar Abdel Taif, c'était en 2019. C'était en 2019, il me semble, et puis vous avez également été exposé dans une galerie à Paris, donc en 2022. En 2022, oui. En juin 2022, vous êtes, vous avez connu cette nouvelle expérience dans une galerie donc qui n'est pas du tout ici, qui est ailleurs, et ça va peut-être ouvrir une nouvelle voie pour vous?
Enfin, artistiquement, non, mais logistiquement, pourquoi pas. Non, dans le sens où c'est toujours intéressant de voir comment d'autres cultures apprécient ce qu'on fait ailleurs. Vous voyez, bon, ce que je fais n'est pas traditionnel, dans le sens où je ne peins pas la Casbah, ni les femmes voilées, ou toute autre spécificité culturelle algérienne. Donc, c'est la condition humaine un petit peu voilà, qui vous attire le plus. J'ai des je sujets crois. un peu plus un peu universels. plus existentialistes. Voilà, un peu plus universels, comme cette fois-ci le temps et la condition humaine autour de la liberté individuelle quelque part. Et donc voilà, mais c'est toujours intéressant de voir des interprétations différentes, quoi. Très bien, donc dans cette exposition, puisque vous en parlez, on va en donner l'intitulé qui est très révélateur. Donc, alors, j'essaie de retrouver juste. Vous allez me le dire vous-même. Voilà. Entre les barreaux du temps, réflexion sur l'absence de liberté. Voilà. Donc c'est vrai que le titre fait un peu peur, hein, parce qu'on pense qu'on va rentrer dans des trucs. Oui, on pense à la liberté. Actuellement, de l'actualité l'impose. On pense tout de suite à une liberté à plus haute échelle, à l'échelle de l'État, d'une nation, d'un peuple. Non, justement, on n'y est pas du tout. C'est tout sauf politique. La thématique que j'aborde, c'est par le prisme de l'individu, par cette absence de liberté qu'on a tous, chacun, par rapport à notre cellule familiale, à notre éducation, à notre religion, à nos traditions, etc. Tout ce qu'on s'interdit. Parfois même l'état de santé, on l'a vécu pendant la Covid-19. Oui, voilà. L'absence de liberté, mais cette alors absence totale. de liberté, et dans lequel on se retrouve isolé uniquement avec soi-même. Ça a révélé plein de choses, et ça a rendu fou certains. Donc il y en a certains ont découvert des dons. Absolument. D'autres ont découvert des folies en eux-mêmes. Oui, parce que une personne hyperactive ne peut pas supporter l'enfermement et l'isolement. Voilà, donc c'est cette liberté dont je parle, et qui est, à mon sens, étroitement liée au temps. Oui. Voilà, on devient lié avec le temps. C'est comme la souffrance, c'est comme tout. Vous voyez, on souffre parce que le temps, la douleur est dure dans le temps, sinon. C'est ce qui différencie le bobo d'une souffrance réelle. Oui, il y a un adage populaire en langue arabe qui parle de temps. Il dit Al-waqtu kas-sayf, lam taqta'hu qata'ak. Ça, c'est vraiment pour souligner cette douleur. Hein. C'est clair. C'est vraiment très incisif comme. Il n'y a pas plus sharp et il n'y a pas plus incisif que le temps. Lui, il est constant. C'est un bulldozer qui ne s'arrête jamais. Au point où il y a certaines réflexions aussi sur le temps lui-même. Qu'est-ce que le temps, hein? Oui. En tout cas, Depuis quand j'espère le que temps les images apparaîtront à l'antenne et qu'on pourra avoir un petit en avant-goût cette belle exposition que vous proposez dans Eswart Gallery, où vraiment il y a cette métaphore liée au temps. Vous êtes un fin observateur. Voilà, là on vous voit, vous méditant. Est-ce que c'est pas un autoportrait celui-là? Il ne sera pas dans cette exposition. Alors, mais... autoportrait, je vais dire, on va dire c'est une projection. En fait, c'est un mélange de personnages, de musiciens quelque part. Je ne suis pas musicien. Et donc, c'est une fusion entre du Tom Waits, du Bachung et un peu de Gainsbourg, avec cette clope, cette cigarette un peu qu'il est. Oui, on voit dans vos anciennes œuvres, on voit beaucoup de jazzman, on voit des petites références comme ça à un temps. C'est l'intemporalité par excellence. Absolument, absolument, des jazzman, voilà, un Freddie Mercury qui apparaît à un moment donné. Oui. Ah oui, bon. Donc, il reste encore. Ces personnages restent encore des références jusqu'à nos jours. Preuve que la qualité d'antan n'est plus celle d'aujourd'hui. Hein. Je ne tire pas sur les musiciens actuels, mais je pense que
Qu'il y a eu des œuvres immortelles, on dira. Complètement. Et dont certains jeunes aussi s'inspirent aujourd'hui avec leurs samples, enfin voilà. Donc, oui, il y a les énormément de morceaux reprises, qu'ils toutes récupèrent ces belles mélodies vraiment qu'ils récupèrent. Et on le voit, hein, il y a tout un intérêt pour ces époques-là, les années 80, 70. D'ailleurs, le tableau en question, il est à Chicago maintenant. D'accord. Il a bien voyagé. Il a bien voyagé, oui. Il est vraiment dans son environnement. Voilà, c'est vraiment ce que pourrait rêver un artiste. En plus, il n'est pas le personnage en question, il n'est pas loin. Je me dis quelque part, quelle ironie que peindre un personnage et que le tableau se retrouve dans le pays du personnage en question, alors que ce n'était absolument pas prévu. Ahmed Mimoun, vous avez deux facettes, celle du plasticien, artiste peintre, mais aussi celle du caricaturiste. Jusqu'à quel point la caricature intervient dans les peintures? Est-ce qu'elle fait des incursions? J'ai l'impression qu'elle le fait. Il y a ces grands sourires qui s'affichent sur certains personnages, qui sont un peu caricaturaux. En fait, techniquement non, mais il y a un peu l'esprit. Il y a l'esprit. Il y a le côté taquin de la chose, le côté interpeller certains sujets qui sont un petit peu embêtants. J'ai même un tableau qui traite de la chimiothérapie, pour vous dire. Oui, j'imagine. Donc aucun sujet n'est épargné, même les plus lourds. Hein. Donc oui. Et donc effectivement, on peut retrouver cet esprit. Évidemment, c'est la même cervelle. Hein. Donc tantôt la réflexion est déclinée en caricature, tantôt elle est déclinée en peinture. Voilà. Oui, en tout cas, vous avez été l'auteur d'un recueil, un recueil de caricatures, je dirais, en 2014, qui a marqué les esprits. Ça s'appelait Les Allumés. C'est là où votre humour transparaît complètement. Mais j'imagine que même à travers vos toiles, on peut sentir cette pointe d'humour quand même quelque part. Oui, en fait... C'est un peu plus difficile, parce que parfois il y a ce poids de... Je dirais que cette pointe d'humour, elle est en train de s'éloigner au sujet. Peut-être c'est l'âge aidant, hein, heureusement d'ailleurs. Et on est en train de retrouver d'autres réflexions beaucoup plus profondes et beaucoup plus travaillées. Et donc je reviens un petit peu à la thématique du temps. Ça m'a pris du temps pour le faire, c'est son jeu de mots. Parce que c'est un sujet qui devient de plus en plus préoccupant au fil de la vie. Plus on avance dans la vie, plus cette notion du temps, elle devient de plus en plus pesante, beaucoup plus problématique. Je ne sais pas vous, mais je m'interroge souvent sur what else. Yes, what else? Qu'est-ce qui nous attend demain? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Et pourquoi cette transition sur passage? On hérite d'un corps qu'on laisse à la sortie. C'est quoi cette finalité en fait? Espérons en tout cas que what else, la réponse sera plutôt positive et qu'il y aura des lendemains meilleurs en tout cas. L'exposition Entre les barreaux du temps, réflexion sur l'absence de liberté, elle est signée Ahmed Mimoun, vous attend dans l'espace Eswart Gallery. C'est du 27 janvier, samedi prochain, donc on aura droit à... Non. En fait, ça a commencé samedi. Ça a commencé le samedi. Mais il y aura un autre vernissage. Je suis complètement en décalage. Voilà. Samedi dernier, donc, il y a eu le vernissage. Et elle se poursuivra en tout cas jusqu'à la mi-février, pardon. 15 février. 15 février. Vous avez un problème avec le temps. J'ai un problème avec le temps. Passez à la galerie, on en discutera. Je passerai à la galerie et on en discutera avec grand plaisir. On a été ravis de vous recevoir, Ahmed Mimoun. Bon vent pour tout ceci. Merci à vous. Espérons que tous les visiteurs vous rendront justement heureux. Voilà, comme le sont tous les artistes qui exposent en général. Je peux vous poser une question? Allez-y. Comment vous faites pour passer d'un sujet à un autre en restant constante comme ça?
d'un sujet à un autre, Parce que là, oui, tout à l'heure, il y a eu celle d'avant, ça parlait du drift. on parlait de drift. Ça parlait juste avant Oui. du jardin botanique de Hama, et avant ça parlait un petit peu politique. Oui, c'est ça le magazine en fait. Les hein. transitions, elles sont pas... Absolument, ce n'est pas toujours évident. Les transitions ne sont pas toujours données ni évidentes. Ouais. Mais parfois, il y a des petites passerelles très sympathiques qui nous permettent de passer simplement d'un sujet à un autre. Il y a toujours ces passages par l'image ou par la musique qui nous permettent de se concentrer sur la suite. Donc vous faites un d'aller de métier l'avant. pas facile et pas évident. Hein. C'est très gentil Voilà. de le dire. Non, mais c'est très agréable dans la mesure où il nous met en connexion avec vous, avec tous ces artistes, tous ces acteurs de la société qui méritent toute la visibilité en tout cas. Et ça nous honore en tout cas de le faire au quotidien. Et ça nous procure énormément d'épanouissement. Merci de me faire parler de mon métier. Voilà, donc c'était Ahmed Mimoun, mesdames, messieurs, artiste peintre et également caricaturiste, qui vous attend à la galerie Ezouart. Donc j'espère que vous serez nombreux à découvrir cette belle exposition. En tout cas, on est ravis de vous accompagner jusqu'à 9h30. Cette fois-ci, on parlera d'un joyau de la ville d'Alger. Il s'agit de la Médina, la vieille Médina, qui connaît de nombreuses visites. Donc aujourd'hui, gros plan sur des guides touristiques de la Casbah avec Amina Ziri qui arrive après ce reportage. Un reportage qui, lui, nous emmène droit à Constantine, la ville des ponts, pour la découverte du palais Ahmed Bey avec sa nouvelle vocation, vous le verrez. Situé dans la vieille ville de Constantine, le palais Ahmed Bey fut autrefois la résidence du bey et le centre du pouvoir dans la région. Érigé 10 ans après le début de sa construction, ce majestueux palais se dresse toujours comme un édifice témoignant de l'art, de l'architecture ottomane. L'architecture de ce palais est exceptionnelle. Elle se distingue par ses formes et ses décors inspirés des palais orientaux. Ce qui le rend encore unique, c'est les détails ornementaux, incluant des fresques murales illustrant des thèmes visant à mettre en avant la puissance de l'Empire ottoman et le rôle politique prépondérant de ce palais à cette époque. Un édifice qui enchante les esprits et séduit le regard grâce aux tableaux artistiques, ses arcades imposantes et ses salles. On y trouve également des jardins et des espaces verts nous transportant à travers les époques lointaines qui racontent l'histoire des civilisations qui se sont succédées. Il s'agit de la dernière construction érigée à cette époque à Constantine et peut-être même dans toute l'Algérie. Ce qui le distingue, ce sont les jardins qui ont été aménagés autour, faisant de ces espaces verts l'élément central de toutes les pièces du palais. Le palais est désormais baptisé Musée national des arts et expressions culturelles traditionnelles. Il a subi plusieurs opérations de restauration par des experts et accueille aujourd'hui les touristes. Nous nous trouvons dans l'aile dédiée à la fille d'Ahmed Bey, un espace splendide. Le palais abrite également des passages secrets ainsi qu'une prison et des écuries pour les chevaux. Le palais Ahmed Bey demeure un héritage vibrant, résonnant des échos de l'histoire et de la splendeur d'une époque révolue. Une époque dont on parlera tout de suite encore avec l'invité d'Amina Ziri qui vient de s'installer. Bonjour Amina. Bonjour Radia, ça va? Très contente de te retrouver ce matin. Merci Aïcha, tout le plaisir est pour moi. Ça va la santé? Ça va oui, mieux? ça va très bien. Alhamdoulilah. Bon, le nez encore un petit peu, mais bon, ça va passer. Tu es rayonnante. Merci. Le noir et le rouge, il te va à merveille. Voilà, c'est les couleurs vont être contents. De mon équipe préférée. Ah bon, c'est ton équipe préférée. Je ne l'avais pas deviné, mais bon, tant mieux que ça te fasse plaisir. En tout cas, tu nous balades à travers Alger, à travers le temps, à travers les arts, à travers les héritages. Exactement. Aujourd'hui, il est question d'un joyau de la capitale. Exactement. Donc, ça est avec un énorme plaisir que je t'invite et j'invite aussi nos téléspectateurs à une visite au cœur de la Casbah. Donc, une visite dans le plus grand musée de mémoire et d'histoire aussi. La Casbah d'Alger, El Mahrousa, Bahja la Blanche.
Donc à travers notre invité qui est aussi natif, habitant et aussi amoureux de la Casbah. Il s'agit de Yassine Boussaki, notre invité. Bonjour Yassine, marhaba bik معنا. Très élégant dans son costume traditionnel, marhaba bik, on est ravis de vous avoir. Merci beaucoup, plaisir pour moi, tout le plaisir pour moi. Merci. Donc j'aimerais bien qu'il nous parle de ce beau costume. On a tendance à parler des costumes destinés aux femmes. Oui. Rarement on parle des costumes destinés aux hommes. C'est donc al-hatta. Oui, c'est exact, ça vient de là. Rak Hatta, donc là c'est le nom du costume algérois homme. Masculin. Oui, masculin, voilà. Donc راك لابس حطة. حطة دزيرية، حطة دزيرية, voilà. راك حطة بالحطة. الله يسلمك. ما شاء الله. Le costume est le fameux Sroual Loubia, chanté par notre artiste, grand artiste Hamidou. Sroual Loubia. ديالي انايا ماشي انت شريته لي جابوا لي جدي سي صح جدي خلاه لي un truc comme ça effectivement. Donc سروال المدور ولا سروال لوبيا سروال donc après il y a plusieurs formes donc كل واحد كاش يخدمو كاين يجي سروال تستيفا دونك سروال مدور وبالعاميه كما يقولوا سروال عرب سروال عرب. Voilà, en tout cas, le costume, il te va à merveille. Est-ce que vous portez votre costume pendant les visites guidées ou est-ce que vous êtes... Oui, bien sûr, je porte Il vous arrive de le faire. Et ça souvent. كي تشوفي شي جامعك التاوا والقصبه وسحتو هاد لا توني عرفي ياسين او لابسها. Très bien. Ça veut dire qu'il a une petite délégation, un groupe à mener dans les dédales de la Casbah. Exactement. Exact, et c'est-à-dire quand j'ai commencé à le porter, après les gens, quand ils m'appellent, ils me disent mais vous portez le costume. C'est-à-dire est devenu une exigence des touristes, oui. Et même pour les agences, parce que je travaille en freelance, donc en freelance, il y a des agences qui m'appellent. Ils m'exigent voilà, le costume et tout. C'est une belle vitrine, en tout cas, de notre culture, effectivement. Et si vous avez commencé en 2015, vous avez commencé officiellement à organiser des sorties, des visites à la Casbah. Comment vous êtes venu à ce domaine? Alors, c'était ma première visite, c'était en 2002. D'accord. En 2002, c'est-à-dire peut-être les gens disaient ils exagèrent, il n'y avait pas du tourisme, mais c'était 2-3 visites par an. Jusqu'à 2010, à l'aide des réseaux sociaux, c'est là qu'on a commencé à publier des événements et tout, et les gens ont commencé à venir à découvrir leur pays. La plupart, les débuts, c'était toujours des touristes locaux. Après, c'est rare, il y avait des étrangers, mais la plupart à l'époque, c'était des expatriés qui travaillaient dans des multinationales ici au niveau d'Alger, en Algérie en général. Donc, ils venaient découvrir, parce qu'au début, c'est-à-dire quand ils travaillent, les expats, l'hôtel, l'aéroport, le bureau. Mais après, ils ont commencé à sortir, à découvrir petit à petit. Et après, ils ont commencé à inviter leurs familles, leurs amis. Le bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est ça qui a, c'est-à-dire qui a poussé. Mais à l'aide des réseaux sociaux, bien sûr, c'était, on peut dire, une vitesse un peu accélérée. Donc, on a commencé à organiser des visites et il n'y a pas uniquement, c'est-à-dire au début peut-être ils découvrent Alger parce que c'est la capitale et tout, mais après ils me disent est-ce que vous connaissez d'autres endroits? J'ai dit l'Est, l'Ouest, le Sud, c'est ça. Après a commencé donc ce qu'on voit maintenant cette année c'était l'explosion, on peut dire. Ou le retour de l'Algérie. Voilà, il le dit si bien, les premiers qui ont commencé à le faire sont à saluer, donc j'ai le souvenir de M. Satour et également de Abdish également. Donc, Rachid, oui, Rachid Abdish aussi. Ce sont les premiers qui avaient initié cette visite de la Casbah, qui avaient redonné goût et fidélisé les gens tous les samedis, les week-ends en général. À l'époque, moi j'ai commencé. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux qui m'appelaient. Exactement, il y a eu une pléiade de guides en ce moment qui font un travail fabuleux pour promouvoir les sites de la Casbah. J'imagine, je pense que les visiteurs, c'est-à-dire préfèrent les lieux mythiques tels que Dar Daoud El Amia, le musée de Lila Pointe, Dar Sultan. Quelles sont les destinations que vous proposez à vos Alors donc à la Casbah, de un, c'est le fait de, comme ils disent les touristes, respirer à l'intérieur de la Casbah, ça c'est déjà beaucoup. Exactement. Donc, on vous voit justement voilà, en train d'expliquer, en pleine explication. Ça, c'est des visites de Michelin. On a vu une petite cage d'oiseaux. C'est vrai que les habitants de la Casbah chérissent les chardonnerets, le maqnine, et puis les canaris sont présents. Exact. Il y a toutes ces belles petites plantes qui sont sur les Yasmina. Donc, j'ai dit, voilà, donc les touristes, ils préfèrent, bien sûr, ils voient l'architecture, c'est-à-dire les palais,
et tout ce qui est historique, parce que vous savez que la Casbah, c'est, on peut dire, un musée à ciel ouvert. Donc si on parle de la Révolution, il y a des endroits à voir. Si on parle de l'architecture, c'est une ville, c'est-à-dire elle date, son histoire où la présence humaine était, ça fait 26 siècles que les gens y vivaient là. Et l'architecture, je dis souvent aux gens que l'architecture change avec le temps. Donc, mais la présence humaine, ça fait 26 siècles. Donc les gens, ils ne savent pas, parce que des gens, ils parlent d'Écosium. Écosium, c'est période romaine. Je leur dis non, bien avant, il y avait une ville, Écosine. Et l'architecture, ce qu'on voit maintenant, il y a des gens, ils ont lié notre histoire. Ça, c'est le problème de la plupart des pays arabes. On a lié notre histoire par rapport à la présence ottomane, alors que ça, c'est faux. Alger, elle existe avant. Exact. Donc la présence humaine, ça fait 26 siècles, mais le style, maintenant, quand on dit Casbah, c'est un style. Donc il y a des gens qui disent que j'ai fait un magasin, par exemple en dehors d'Alger, ils disent que j'ai fait le style Casbah. Donc c'est-à-dire un style Casbah, le style architectural a commencé en 10e siècle par les Almoravides, donc l'Afrique du Nord, on peut dire l'Afrique du Nord. Donc c'est-à-dire on avait déjà cette histoire. Si on parle des mosquées, on leur montre les mosquées qui datent du 10e siècle. Les minarets sont carrés. Et des fois, ils trouvent des minarets octogonaux. Donc là où c'est octogonal, c'est ottoman. Et aussi, donc, pour le musée par exemple, on a parlé du musée de l'Île-à-Pointe, c'est nous qui poussons les gens à le découvrir, bien sûr. Mais après, ça dépend de quel type de touriste. Français, Italiens, ils connaissent l'endroit. Et l'Amérique latine aussi. Ils nous parlent souvent du Petit Omar, à l'Île-à-Pointe, Hassiba, le film La bataille d'Alger. Oui, la bataille d'Alger avait contribué à... Exact, surtout ce film, je ne savais pas, alors que j'ai reçu des touristes brésiliens, mais qui parlaient arabe, parce que originaires soit libanais ou syriens. Ils me disent, là-bas, ils nous respectent par rapport à la bataille d'Alger. Donc, ça m'a fait chaud au cœur, ce jour-là. Donc, et après, il y a des sorties thématiques. Nous, on vient de voir justement quelques images là, avec les échoppes. On vous voit dans les petites boutiques et les petits magasins justement de la Casbah. Juste avant, il y a eu des images. Oui, tous ces artisans qui essayent justement aussi d'être présents. Donc ça, ce sont les images de Feli El Hamdi qui vous a accompagné donc, sur le terrain. Oui. Un grand salut à Feli. On la salue, notre troubadour. Et donc, j'ai dit qu'il y a des sorties thématiques. C'est-à-dire des gens, ils viennent et par exemple, ils font des exposés, des fontaines. Les autres que les mosquées. C'est-à-dire dans la sortie, il y a un thème. Donc ça, c'est des sorties thématiques. Les mosquées. Exact, ça dépend quel thème. Mais sinon, le reste, c'est des sorties classiques. On a un circuit. Chaque guide a son propre circuit. Et des fois, c'est-à-dire moi, quand je vois les gens montent à gauche, moi, je prends à droite. C'est-à-dire là où c'est vide et tout. Et c'est-à-dire on se croise toujours dans les ruelles et tout. Et donc voilà, nos touristes, donc ils adorent la Casbah. Ce qui est beau dans c'est-à-dire cette tenue qu'il porte, Yassine, c'est qu'il adore ce qu'il fait. D'ailleurs, ta famille t'a beaucoup encouragé. Entre autres, vous êtes issu aussi d'une famille d'artistes. Mustafa Perrer, qui est aussi votre oncle maternel, qui vous a aussi beaucoup encouragé à rentrer dans ce domaine, n'est-ce pas? Oui, exactement. Donc, il y a Mustafa Perrer, et Kérim Perrer, qui était guide aussi, à l'époque à l'ONAT, donc le touring. Donc, ils m'ont encouragé, et voilà. Donc, j'ai eu un soutien, on peut dire. On peut dire que c'était dans les gènes, voilà. C'était dans les gènes, oui. Ouais. Donc, ils m'ont vraiment, c'est-à-dire encouragé et aidé. Un jour, j'ai croisé Mustafa Perrer, enfin, à l'époque, il y avait un reportage ou 2-3 reportages, en même temps qui passent dans différentes chaînes. Et il m'a dit, là où je zappe, je te trouve. Il m'a dit, tu es partout, c'est vrai. Donc il m'a dit, là tu me dépasses, moi je suis acteur, mais tu m'as dépassé et tout. C'est bien. Ouais. En tout cas, c'est bien. Qui dépasse au stade. Oui, le maître. Qui dépasse son maître. Mais ce n'est pas le même domaine, c'est juste exactement. comédien. En tout cas, c'est un gros monsieur. L'Algérie a perdu un pilier de l'art algérien. Rabbi yarhamou wa sa'aleh, wa tatani, Inch'Allah, Rabbi wafqak. Beaucoup de courage, Inch'Allah. Et donc, oui.
Comment on fait pour le contacter si on a envie de faire Il est présent partout, à travers les réseaux sociaux, Instagram, même Twitter et Facebook. Yassine Guide Kasbah, il y a le numéro Yassine Guide Kasbah direct. Exactement. Il trouve mon contact et chaque samedi, c'est-à-dire moi je donne un point de rendez-vous à la place des Martyrs à côté de la station de métro. Parce que c'est facile, il y a des gens qui se garent au parking, d'autres ils préfèrent de venir en métro et la place des Martyrs, c'est-à-dire elle est connue. Et voilà, généralement, nos visites commencent toujours à 10h. On fait une partie de la visite en montant. Et puis à la pause déjeuner, au niveau de Sidi Ramadan et Bab Jdid et tout. Puis on compte. Déjeuner traditionnel. C'est quand même. Drouj Kebdat, Drouj Kebda. Là, chez notre ami Khaled Mahyout. Khaled Mahyout, la terrasse de Khaled Mahyout. Il y a d'autres. Avec une belle vue sur la vue panoramique. Formidable. Khaled, vraiment, c'est quelqu'un qui a aidé vraiment le tourisme algérien. C'est-à-dire qu'il a ouvert sa maison pour les touristes et tout. Parmi les premiers aussi. Il y a aussi dans le Mahrousa, fait par notre ami Hadj Zouber Rabbi Yarhamou. D'ailleurs, je salue sa fille, c'est le Maliha Bzef, Jazia. Dartna dernièrement, Ars Al-Qa'a. Dans le Mahrousa, c'était vraiment fantastique. C'est ça ce qui manque aussi à la Kasbah. Il faut qu'ils trouvent, c'est-à-dire les gens s'intègrent au tourisme. Parce que ça rapporte de l'argent. Exactement. Mais le problème qui se trouve, mais je vois que c'est un problème qui se trouve partout en Algérie. Tant que l'héritage n'est pas partagé, ça c'est un obstacle. Et je ne pense pas uniquement à la Kasbah, c'est-à-dire l'Algérie entière. Il y a des terres agricoles. La Kasbah de Dil, Samstran, partout. C'est-à-dire dans tous les domaines. Par exemple, leurs enfants, après le décès, alors que dans l'islam c'est après 3 jours. Exactement. Après 3 jours, il y a le partage de l'héritage. Et nous, on a et tout, et puis une génération, deuxième, troisième, puis la guerre. Et du coup, c'est le plus gros problème de la Kasbah et de sa préservation. Là, il faut que l'État prenne en sérieux ce problème-là. Il faut que tu connais une loi, je ne sais pas, une loi par exemple, une année après le décès, donc ما كاش partage de l'héritage يروح les enchères. لازم تكون هكذا parce que là, احنا نشوفوا des fois نشوفوا هنا sur Alger, les grands boulevards, des magasins fermés. Pourquoi? Parce que problème d'héritage. Et c'est un lieu d'histoire, c'est un lieu chargé de mémoire et d'histoire, comme tu le disais au début, Amina. Et donc qui mériterait tout le respect, effectivement, et toute la juridiction qui devrait permettre d'en jouir et d'en profiter au maximum, en tout cas. On arrive au terme de cette émission, hélas, ça passe tellement vite. C'est un énorme plaisir de recevoir Yassine. Merci d'être venu. Inch'Allah, Rabbi Wafqak. Amin, Inch'Allah. C'est pas facile, mais bravo. Bravo. Bravo, merci. Bravo et bonne continuation. Merci bonne continuation. Merci de nous permettre d'aimer encore et encore la Kasbah, Ta'na. Donc, Allah يطول عمرهم الناس اللي راهم في العوايد qui tiennent à ces traditions. Merci beaucoup, Amina. C'est moi. Voilà, un petit chat dans la gorge, mais ça va, on s'en sort quand même. Merci, on a été ravis de vous recevoir, Yassine Boushaqi.